Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Il y a des lundis matins où pour se lever et aller travailler et donner des conseils à tout le monde, on aurait bien besoin de se faire coacher. Il est 10h10, vous êtes sur Atlantique, vous le savez, le lundi c'est le spécial vie professionnelle et droit du travail, mais aujourd'hui c'est un spécial coaching. Voici vos experts. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes en direct ensemble jusqu'à midi et c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Cirque Saour n'est pas là, je suis là et vous allez voir qu'une experte est avec moi sur ce plateau puisqu'on va parler de coaching. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de coaching dans cette émission, vous le savez, moi ça m'intéresse tout le temps et je pense que vous êtes très intéressés également à chaque fois qu'on fait cette émission. Vous êtes nombreux à appeler, à poser des questions pour essayer de savoir ce qui se cache derrière ce mot coach. Voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de coachs, énormément de personnes qui se disent coach, il y a des diplômes. Alors, on va essayer de voir la différence entre les charlatans et les vrais, parce que ça aussi, c'est important de savoir ce qui différencie un vrai coach d'un faux coach ou d'un bon coach d'un mauvais coach. Est-ce qu'il y a un bon coach? Est-ce qu'il y a un mauvais coach? Est-ce qu'on a besoin d'être coaché? Qu'est-ce qu'on doit avoir pour être un bon coach? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'un coach? Ça c'est vrai, hein, quand c'est un coach d'une équipe de football, nous il nous faut des résultats. Et ben un coach dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, eh bien on peut se demander qu'est-ce qu'on doit en attendre. Vous pouvez nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts comme d'habitude. Avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Bouchra Moufti Z. Alors, c'est Moufti Zeda ou Moufti Z? En arabe, Moufti Zeda. Moufti Zeda. Zeda. Moufti Z. Ouais, sans problème, Moufti Zeda. Moi, j'ai pas de version française de mon nom. Oui, sans aucun problème. Moufti Zeda Bouchra, oui. Moufti Zeda Bouchra. Ben alors, comment ça va? Très bien. Tout va bien? Ça se passe très bien. Bon, bah parfait. Oui. Bah voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui, ce matin, pour parler de ce sujet. Alors, vous êtes coach? Expliquez-nous. Oui. Pédigré, carte nationale, tout. Voilà. Qui êtes-vous? Oui. Bon, Moufti Zeda Bouchra, je suis iscaïste de formation, promotion 88, et par la force des choses, je me suis retrouvée en train de faire du coaching. J'ai démarré le coaching en 2008-2007 avec l'association des femmes entrepreneurs pour lancer Casa Pionnière. C'était le premier incubateur du pays pour aider les jeunes créatrices d'entreprises à se lancer. Avec le temps, et j'avais en même temps participé à Challenger, l'émission qui aidait les jeunes créateurs d'entreprises au niveau du deuxième sur les 3 éditions. Malheureusement, cette émission a arrêté, donc pour des raisons, bon, je ne sais pas moi aussi personnellement. Et après, vous savez la télé. Oui, la télé c'est comme ça. Hein. Et après, j'ai été certifiée BMH coach, ICF France. Et j'ai continué à pratiquer du coaching, spécialement dans le domaine managérial, puisque je suis manager de formation. D'accord. Donc, ça suppose qu'il y a différents types de coaching. Mais avant tout, excusez-moi, je vais vous poser une question que je ne fais jamais lorsque j'ai une femme devant moi, parce que ça ne se fait pas. Mais je vais pas m'adresser à la femme, je vais m'adresser au coach. Vous avez quel âge? Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Bah, vous les faites, bon, en tout cas, vous ne les faites absolument pas. Alors ça, je vous le dis, hein. Voilà. Moi, je vous les faites absolument pas. De me dire. Alors, mais il y a une chose, juste une petite précision, c'est que j'ai commencé à coacher à l'âge de 35 ans, à peu près 36 ans. On va y arriver parce que ça, c'est de vraies questions. À chaque fois qu'on parle de coaching, ça va nous permettre de revenir sur les fondamentaux. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. On parle de coaching aujourd'hui, que ça soit le coaching personnel ou le coaching professionnel. Je vous pose cette question au début, comme ça on l'évacue. Est-ce que, alors vous nous dites que vous avez commencé à coacher à l'âge autour de la trentaine. Plus que la trentaine. 36 ans, c'est-à-dire on s'approche de la quarantaine en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut, ça me fait vous poser la question, est-ce que, je vais pas reprendre la tirade du Cid de Corneille, la valeur n'attend pas le nombre des années, mais en gros, dans le coaching, est-ce que la valeur doit attendre à un moment donné le nombre des années? Ou alors c'est l'expérience? Bon,
je pourrais comprendre que quelqu'un qui a une vie bien remplie, même à partir de 15 ans, ça existe, des gens qui sont très précoces, qui ont commencé à travailler, à affronter la vie d'une certaine manière, de gérer que ça soit des moments difficiles, des crises, autant que des moments heureux, et qui, après 20 ans d'expérience, peut se dire à 35 ans, je peux aider les gens. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est plausible? Je rencontre, vous savez, je rencontre énormément de gens, et je rencontre beaucoup de gens qui me disent, je suis coach. Alors, j'ai l'impression, j'ai même une personne qui avait 29 ans qui m'a dit, je suis coach, j'avais pas envie de le blesser, mais je me posais la question dans mon fort intérieur, est-ce qu'à 29 ans, on peut être coach? Et encore une fois, j'ai pas envie de parler comme un vieux. Pour vous dire, oui, excusez-moi, mais je vais aller plus loin pour vous dire qu'il y a des masters c'est-à-dire qu'on prodigue actuellement, et on forme des jeunes à l'âge de 24 ans, 25 ans pour qu'ils soient des coachs. Désolé, moi, en matière d'éthique, de déontologie, il y a un minimum de recul, il y a un minimum de sagesse, il y a un minimum d'expérience. On peut pas se permettre, et pas tout le monde se prétend être coach. Il y a une posture qu'il faut avoir, et il y a un background professionnel ou personnel qu'il faut avoir pour pouvoir pratiquement coacher. Donc c'est que là, vous me dites 28 ans, 29 ans, etc. Il y en a. Moi, je vous dis, il y en a même à l'âge peut-être de 20. Moi, j'ai rencontré des gens. Et ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que normalement, est-ce que on peut permettre à ce qu'il y ait des masters dans ce domaine-là pour des jeunes qui n'ont pas eu du tout de l'expérience au sein de l'entreprise ou de l'expérience pratiquement même personnelle. Alors, expliquez-nous comment on est coach aujourd'hui. Vous nous avez parlé de votre certification, vous allez nous le répéter parce que ça m'a échappé, mais il y a plusieurs certifications pour être coach. Il y a des instances même internationales qui permettent de certifier le coach. Aujourd'hui, un coach, il doit avoir quoi comme gage de... alors, je vous parlais des certifications, mais comme gage de, pas de qualité, mais en tout cas de formation. Bon, normalement, il faut qu'il ait certaines années d'expérience, et là, j'insiste sur ce point. D'ailleurs, même pour les écoles ou les instances qui se respectent, ils exigent un minimum d'années d'expérience. Ils exigent un minimum d'âge. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ajouter à cela, un diplôme supérieur serait souhaitable, et la certification, elle vient en quelque sorte pour appuyer cette expérience-là. C'est des outils. La certification ne nous donne pas la posture. Qu'on soit clair. La certification, elle est là pour, en quelque sorte, donner quelques outils, puisque le coaching est un métier de l'humain. Donc, obligatoirement, on doit utiliser certaines techniques qui mettent en jeu l'humain, que ce soit le MBTI, ou que ce soit la PNL, ou que ce soit l'analyse transactionnelle, ou la ProcessCom, etc. Donc, c'est que là, il faut un certain nombre d'années, j'insiste sur ce point d'expérience, et il faut des diplômes supérieurs pour pouvoir coacher. Mais alors, comment, qui décide, vous me dites... pour être certifié, est-ce qu'on prend en considération ça? Est-ce que quelqu'un à un certain âge peut devenir coach, même au vu de... Oui. Oui. Un certain âge, c'est-à-dire moi. Non, mais je veux dire, même là, on parlait de jeunes, là, de jeunes de 29-30 ans aujourd'hui. 29-30 ans, il y en a. C'est pourquoi d'ailleurs j'insiste pour qu'il y ait un référencement. Il faut absolument réglementer cette profession. Qu'on ne se permette pas de venir et de dire aux gens, on va vous former en coaching, ou on va vous former en PNL, ou on va vous former en analyse transactionnelle, et vous allez être coach. J'insiste, c'est la posture qui est là. C'est un travail d'humain. On risque de faire même des dégâts sur la personne. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi j'irai plus loin pour dire que le ministère peut-être doit se mêler de cette question pour pouvoir mettre en place un référentiel pour que les autorisations ne soient pas données n'importe comment. Mais aujourd'hui, c'est un vrai phénomène. Aujourd'hui, on les a vus. Depuis quand on voit arriver ce métier-là? Parce que on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, que ce sont des générations spontanées là. Si je me rappelle, c'était à peu près une bonne dizaine d'années. La question qui se pose, est-ce que c'est un phénomène de mode ou c'est un simple mimétisme? Moi, j'ai l'impression qu'il y a les deux. C'est-à-dire, est-ce que c'est un phénomène de mode ou c'est réfléchi? Je m'excuse. Moi, j'ai l'impression de dire que on suit, si on remonte un petit peu dans l'histoire, les États-Unis a démarré avec le système, avec le Canada, etc. Par la suite, c'est la France qui est venue par la suite suivre après une bonne dizaine d'années. Et maintenant, c'est le Maroc qui suit. Donc, c'est que là, le coaching existe, mais est-ce que vous l'avez dit au début, est-ce qu'on trouve le bon coach?
Alors, qui diffère le bon du faux. Voilà. Alors, ou du mauvais je vais coach. reprendre ce vieux sketch des inconnus. Il y a le bon coach et le mauvais coach. Alors, c'est quoi le bon coach? C'est quoi le mauvais coach? Le bon coach, c'est quelqu'un qui, normalement, il doit partir du principe qu'il est là pour aider quelqu'un à trouver une solution à un problème donné. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la personne va mal. Et c'est là où il y a pratiquement en matière c'est-à-dire même de compréhension. Je peux être bien, mais je veux être mieux. Je veux me sentir mieux. OK? Et là, je peux prendre des cas très simples. Je suis bien dans mon travail, mais actuellement, je me sens plus aussi motivée qu'auparavant. Et là, je prends attache avec un coach pour travailler toute une problématique, peut-être de la motivation. Ça peut être une question, par exemple, pendant la période de changement, pendant la période de transition. Un couple, pour le coaching, par exemple, du couple, le couple, il marchait très très bien pendant une bonne dizaine d'années, ou pendant une bonne quinzaine d'années, ou 5 ans, et après, il s'avère qu'ils ne communiquent plus peut-être entre eux, ou qu'il y a des problèmes. Donc, ils doivent prendre attache avec. Le bon coach un point très important, c'est qu'il ne doit pas s'engager sur la solution. Il aide l'autre à trouver une solution ou des solutions à travers un système de questionnement, de reformulation, etc., etc. Donc, c'est ça, plus ou moins, la définition. Et on part du principe de la définition. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Ah, c'est clair. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Toute personne qui vient me dire que c'est-à-dire, je m'engage sur le résultat, pour moi, ce n'est pas du coaching. Dans le coaching, on a une obligation de moyens. On n'a pas d'obligation c'est-à-dire de résultat. On a une obligation de moyens. On a Jamel de Casa. Bonjour, c'est Jamel. Oui, bonjour, monsieur Sedlaoui et madame la coach. Comment ça va? On dit plutôt dame, pardon. Désolé, mais on dit plutôt dame. Alors, ma question, c'est en quoi consiste le fait de coacher un manager? Et est-ce que on ne doit pas faire la distinction entre manager et entrepreneur? Parce que voilà, j'aimerais savoir en quoi consiste ce type de coaching. Alors vous êtes manager ou entrepreneur? En fait, je suis au carrefour des deux. C'est-à-dire que je suis manager dans le sens où j'ai un petit cabinet conseil, d'accord. Ouais. Et en même temps, j'étais enseignant, donc et je vois à travers mon expérience que on est entrepreneur, mais et c'est la même chose pour le manager. C'est lié d'ailleurs. Pour manager une équipe, il faut avoir un esprit d'entreprise, il faut savoir diriger des équipes, etc. Donc je fais simplement pour ouvrir un débat, une petite discussion, voilà. Alors, non, mais je comprends bien. C'est en gros, voilà, la question qui pose, c'est est-ce que le coaching peut s'adresser aussi bien pour le manager que pour l'entrepreneur? Parce que c'est vrai que on fait la différence entre les deux. On peut être manager au sein d'une grande entreprise en ayant soi-même un board au-dessus, un boss au-dessus, avec des contraintes, avec un environnement qui est, voilà, qui est ce qu'il est. Parce que moi, ce qui est aussi la question que je vais vous poser, et ça revient à ce que dit Jamel, l'environnement est extrêmement important. Vous nous parlez de motivation, je veux dire, si toute chose étant égale par ailleurs, je veux bien. Si on était dans le meilleur des mondes, je veux bien. Mais la motivation est souvent connectée à l'environnement et ça, on le sait extrêmement bien dans cette émission avec tous les problèmes. Mais juste pour répondre à Jamel, qu'est-ce que vous lui répondez? Voilà, est-ce qu'il y a une différence, voilà, manager, entrepreneur? Oui, très bien. Mais avant de lui répondre, je reviens à la question de la motivation. C'est que là, pour coacher, il faut que le coach connaisse l'environnement. C'est-à-dire, et là j'enchaîne, je fais la transition. Un manager, c'est quelqu'un qui n'a pas seulement comme qualité l'esprit d'entreprise ou seulement c'est-à-dire la dynamique de l'équipe. Un manager, c'est quelqu'un qui dirige une équipe et il doit avoir aussi comme qualité le leader. Il doit être éventuellement quelqu'un qui sait fédérer. Un manager, c'est un coach. C'est quelqu'un qui sait fédérer. Un manager, c'est un coach. Il sait fédérer. Non, excusez-moi. Je peux trouver le manager qui n'est pas coach. Et là, c'est-à-dire, on peut revenir. Oui, par essence, je vais reparler par la suite. Non, je vais parler par la suite de cette histoire de coaching en interne et de coaching en externe. Est-ce que le manager peut coacher son équipe ou est-ce qu'il coach son équipe? S'il n'a pas la posture, il ne va pas pouvoir réussir à coacher.
Si j'ai quelqu'un à qui un manager qui vient d'être recruté pour occuper le poste, je dis n'importe quoi, du directeur par exemple commercial, alors que il vient d'être recruté, il a à peine pratiquement 26 ans dans une petite moyenne entreprise, il n'a pas d'expérience, est-ce que ce manager va pouvoir coacher? Tout dépend, hein. Pas forcément, et on revient à cette question d'expérience. Ok, et cette question toujours de posture. Je reviens à ça. Maintenant, pour revenir à la question de Si Jamel, est-ce que le manager peut coacher? Est-ce que l'entrepreneur peut coacher? Tout dépend. Lorsque je suis entrepreneur, c'est que je suis au top management, à la tête d'une entreprise. Je peux avoir les qualités d'un coach. Ok, mais est-ce que je vais réussir ou je ne vais pas réussir? Et c'est là où parfois on fait appel carrément à des coachs externes pour aider. Ok? Et là, il y a toute une réglementation à respecter. Il faut absolument qu'il y ait un contrat tripartite, etc. entre l'entreprise, l'entrepreneur, qui parfois commande un coaching, une séance de coaching ou plusieurs séances de coaching c'est-à-dire pour le compte de ses collaborateurs. Ok? Et obligatoirement, là, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec le coach qui est censé ou qui est tenu par la mise en place d'un contrat où on a pratiquement les exigences ou en quelque sorte la demande de l'entrepreneur et vous avez la problématique sur laquelle on va coacher le collaborateur. Ok? Ça, c'est par rapport à l'entrepreneur et ça peut être même aussi par rapport au manager. Ce qui est important pour répondre à Si Jamel, c'est qu'un manager, s'il a du recul, s'il a de la sagesse, s'il a de l'expérience, il peut coacher. Mais ça serait bien qu'il complète ça par certaines techniques pour qu'il puisse mieux coacher éventuellement son équipe. L'entrepreneur, je peux trouver au top management une personne qui n'a pas les qualités ou les compétences d'un coach. Mais alors, il peut ne pas coacher. Oui, mais je pose la question. Le coach, pour coacher un chef d'entreprise, est-ce qu'il faut qu'il ait été chef d'entreprise avant? C'est clair. Qu'il ait déjà été chef d'entreprise? Non, mais comment va-t-il comprendre les problèmes de l'entreprise? Comment va-t-il comprendre le problème? Non, mais on est bien d'accord. Mais non, mais je vous pose la question parce qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Oui, mais il y a un point. Vous me dites, est-ce que l'entrepreneur peut coacher s'il n'a pas été chef d'entreprise? Oui, mais alors moi là, je parle du coach. Il a été, excusez-moi, je parle du coach qui va coacher un chef d'entreprise. C'est aussi la question. Est-ce que le coach, là on parle du coach de la personne qui va coacher un chef d'entreprise ou un collaborateur, est-ce qu'il faut qu'il ait été à un moment dans sa vie un chef d'entreprise lui-même ou qu'il le soit au moment même où il est dans sa mission de coaching? Pas forcément, mais il faut qu'il ait côtoyé, c'est-à-dire l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ait une bonne connaissance de l'entreprise. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Je dois connaître l'environnement de mon entreprise. Je dois connaître l'entreprise pour pouvoir pratiquement coacher. On trouve des coachs qui font du coaching management, mais qui n'ont pas été des chefs d'entreprise. Oui. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une obligation d'avoir été chef d'entreprise pour pouvoir coacher le chef. Mais c'est des gens qui ont, par exemple, travaillé avec. Non, mais c'est des gens qui ont travaillé avec l'entreprise, soit à l'intérieur, soit en dehors de l'entreprise. Non, mais je côtoie. Écoute, par exemple, moi, j'interviens dans le domaine de la communication interne. C'est des problématiques en interne de l'entreprise. Et ceci me permet de coacher des managers ou de coacher des entrepreneurs. Parce que, il y a cette expérience de l'entreprise qui est là. Donc, et là, je reviens pratiquement toujours à la question, c'est-à-dire à la clé, qui est la posture. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 10h38, nous sommes lundi et ensemble nous sommes en direct jusqu'à midi. Vous le savez, normalement c'est le spécial vie professionnelle et droit du travail. C'est Ahmed Kseoul n'est pas avec nous aujourd'hui. On le salue, il nous écoute, il vient de m'envoyer un message. Il nous écoute. Je lui fais des grosses bises, bien entendu, et tous les auditeurs et toutes les auditrices. Et avec nous aujourd'hui, Bouchra Moufti Zada est avec nous sur le plateau, coach. Et on parle du
coaching. Voilà. Et vous pouvez nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Et me regardez pas comme ça, j'ai rien contre les coachs. C'est juste que dans toutes ces professions-là, je n'aime pas tout simplement ceux qui se disent coach alors qu'ils n'ont rien à faire dans cette profession. Et j'imagine que vous aussi, vous devez faire le tri et vous devez avertir les gens. On en reçoit beaucoup de coachs sur ce plateau. Eric Cuvelier est venu, GN Labib est venu. On en a beaucoup qui sont venus sur ce plateau pour en parler. Et c'est vrai que c'est important à chaque fois de refaire le point là-dessus, de leur utilité et de quelle manière ils doivent officier. On a Khalid de Casa. Bonjour, c'est Khalid. Oui, bonjour, monsieur Tadlaoui, vous allez bien? Alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah, ça va, le climat il est beau, il pleut, donc... Ah bah voilà, non mais c'est vrai, hein. Ouais. Mais on peut coacher. L'hiver est en train de se rattraper, il va passer l'été avec nous. Effectivement. Donc bonjour aussi à votre Moufti, c'est la Moufti Zada. Moufti Zada. Oui, Zada, d'accord. Donc je le souhaite bienvenue à l'émission. J'imagine que c'est la première fois qu'elle vient, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'elle vient sur le plateau, vous suivez bien. D'Atlantique. D'Atlantique, bien sûr. Tout à fait. Et bon, moi, ma réflexion, en fait, j'ai pas vraiment commencé l'émission, j'ai raté 5, peut-être ou 10 minutes, mais bon, j'ai pu quand même suivre l'essentiel. Notamment les points que Madame Moufti Zada a parlé concernant la posture qu'un coach doit avoir. Oui. Notamment comme quoi le coach n'est pas tenu de résultats. Je connais très peu de métiers qui disent qu'ils sont tenus de résultats. La majorité des métiers vous disent non, nous c'est les moyens, notamment je pense à les médecins, aux médecins, aux avocats qui eux disent la même chose. Donc j'imagine très peu de métiers vont vraiment il n'y a pas que des médecins, des avocats et des coachs dans la vie, hein. Quand vous appelez un plombier, il a une obligation de résultat. Un promoteur, il a une obligation de résultat. Mais entre guillemets, parce qu'il va dire moi je vais mettre un plombier, va dire moi je vais raccorder essayer de résoudre le problème, mais bon si le problème n'est pas résolu, c'est pas sa faute si lui il a fait le raccordage nécessaire, mais c'est bon, vous savez, donc vous comprenez un peu le sens. Ouais, mais enfin oui, moi j'ai une obligation de résultat, hein. Je dois livrer une émission tous les matins entre 10h et midi, c'est une obligation de résultat. C'est pour vous dire que le coach normalement il est tenu également du résultat, parce que il a une situation d'une personne qui est dans une situation X, je ne dis pas qu'il y a une situation négative, mais une situation X, et qui veut être améliorée et arriver à une situation Y. D'accord? Donc, cette situation Y, moi, je pense que le coach est obligé d'aider la personne à atteindre cette situation Y que la personne veut atteindre, d'une part. Il y a également l'âge, votre invité a dit que l'âge doit être important, qu'une personne doit avoir quand même un minimum d'expérience. Oui. Je partage parfaitement son point de vue. Mais on peut avoir des jeunes, peut-être pas à 19, 20, mais on peut avoir des jeunes de 25, mais qui sont sages. Parce que moi, je pense que le critère le plus important, c'est la sagesse et la bonne écoute. D'accord? Le coach, il doit être vraiment bien écouter la personne qu'il est en train de coacher, de connaître un peu ses points forts, ses points faibles, où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il veut arriver. Parce que ça, en fait, le métier de coaching, c'est d'amener une personne d'une situation A à une situation B. D'accord? Pour qu'il soit plus motivé, plus épanoui, pour atteindre pas le bonheur, mais être satisfait d'un résultat. D'accord. Donc je pense l'âge, il est un critère, certes, mais c'est surtout quelqu'un qui doit être sage, qui est le plus important. Et nous avons vécu ça. Nos ancêtres, nos parents, c'était nos coachs, nos grands-oncles, nos grands-oncles, nos grands... Ça veut pas dire qu'ils étaient bons, hein. Non, mais ils étaient bons. Non, mais lorsque... Le respect n'empêche pas la remise en question, hein, notamment des aînés. Merci Cyril. Alors c'est vrai qu'il y a deux questions dans ce soir. On est revenu sur la question de l'âge. Merci Cyril, la question de l'âge, mais l'obligation de résultat. Moi, je vais poser une question. L'obligation de résultat, même si elle n'est pas contractuelle, même si elle n'est pas morale, c'est une obligation de marché, parce qu'un coach qui arrive pas au résultat, au bout de deuxième fois, troisième fois, il y a personne qui va faire appel à lui. Tout simplement, sont les clients, sont les coachés qui vont, j'imagine, recommander en disant, tiens, cette personne-là, elle m'a aidé.
Mais si elle n'y arrive pas, de toute façon, il n'y a plus aucune... un coach, sa carrière va être basée sur les résultats qu'il donne de toute façon à un moment donné, non? Non, il y a un point très important. Moi, ce qui me dérange, c'est cette histoire de dire, c'est-à-dire, c'est le mot obligation. Ça me dérange à fond, dans le sens où il n'est pas obligé. C'est-à-dire, je le répète et j'insiste sur ce point, il aide l'autre. Et d'ailleurs, c'est Khalid, il l'a très bien dit, et je l'ai dit auparavant. C'est une relation d'aide. Je travaille l'humain. Ok, je travaille sur la personne, je vois pourquoi elle m'a contacté et j'essaie de l'aider à trouver une solution à un problème. Non, mais il y a un résultat, c'est la solution au problème. La solution, c'est pas moi qui la trouve. C'est lui, à travers les questionnements. Vous voyez un petit peu. Oui, mais il y a un résultat à un moment donné. C'est-à-dire que votre client, il va vous dire, ah bah tiens, vous m'avez aidé, grâce à vous, j'ai trouvé la solution. Grâce à vous, j'ai trouvé. Grâce à vous. Mais je ne vais pas lui dire, je vais vous trouver le résultat. C'est ça le problème qui se pose. Et qui se pose avec pas mal, vous avez parlé, je m'excuse du terme, mais bon, vous avez dit charlatan, effectivement. Mais il y en a, non? Il y en a énormément. Oui. Maintenant, c'est-à-dire, ce métier est devenu tellement vulgarisé que toute personne qu'on rencontre, elle nous dit on va aller voir tel coach ou on va voir un coach pour un problème donné. Ce qui est grave dans l'affaire, c'est que parfois, bon, j'ai entendu il y a une bonne quinzaine de jours une personne qui coach dans un café. Oui. Alors qu'il y a des règles à respecter dans le coaching. On peut pas coacher n'importe où. On peut pas coacher. Le cadre dans lequel on coach est très très important. Il faut coacher où? Il y a un cadre dans lequel il faut coacher. Je coach soit chez moi, soit je le coach. Même chez lui, moi, je suis un petit peu réticente parce que je ne suis pas c'est-à-dire, je ne dois pas être à sa disposition à tout moment. Il est préférable d'organiser le cadre. Je coach dans l'entreprise, ça c'est clair, dans le domaine managérial, pour mieux même connaître l'environnement de l'entreprise, etc. Donc, c'est que là, pour revenir à Sir Khalid, il a parlé d'un point très important qui est l'écoute. Mais l'écoute, je peux trouver l'écoute aussi chez le manager. La bonne écoute n'est pas une condition sine qua non est suffisante. C'est une condition parmi d'autres. C'est-à-dire, le coach doit avoir comme qualité une écoute active, objective, tout ce qu'on sait, c'est-à-dire tout ce qui concerne les conditions de l'écoute. Mais en même temps, ce n'est pas la seule condition. Bah oui, parce que s'il suffisait d'écouter, moi, je peux vous écouter jusqu'à après-demain. Et je ne vous aide pas. Vous allez m'écouter jusqu'à après-demain, et vous n'allez pas m'aider à me sentir mieux. Moi, j'écoute des gens pendant 3 heures tous les jours. Vous savez ce que c'est? Oui. Bon, c'est ça. Donc, non, l'écoute, c'est une condition, mais elle n'est pas suffisante. L'écoute, on va la trouver dans les différentes techniques, que ce soit au niveau de l'analyse transactionnelle, au niveau de la PNL, au niveau de certains tests, etc. On a l'écoute, mais c'est pas une condition. Pour revenir, moi j'insiste, la sagesse n'est pas suffisante. Si je reviens à Stephen Covey qui a le livre L'étoffe des leaders, il a parlé du leadership et sagesse comme élément clé, mais est-ce que la sagesse est un élément clé pour coacher? Toute la question est là. Je ne pense pas que la sagesse, excusez-moi, je ne pense pas que la sagesse, moi c'est mon avis, que la sagesse soit un élément clé du bon leadership et bon de l'entrepreneur. Faut savoir prendre des risques et quand on est trop sage, on prend pas de risques. 10h46, on a Nabil de Casa. Bonjour Nabil. Allô, est-ce que Nabil est là? Ça va, Sylvie, vous allez bien, vous m'entendez? Oui, là on vous entend, c'est Nabil. Très bien, merci à votre invité. Merci à vous. Alors moi j'ai juste d'abord une remarque et peut-être une question, si vous permettez. Allez-y. Moi, simplement, pour des gens à qui on dit le coach, il a l'obligation des résultats, mais vraiment je reste simplement sidéré parce que tout simplement... vous savez, quand on voit qu'un médecin, un architecte, un avocat n'ont pas l'obligation de résultat, alors qu'on dirait pour un coach. Un coach, c'est une sorte de, je sais pas moi, un psychologue, un psychanalyste, c'est très subjectif. Vous avez la dame a parlé tout à l'heure de l'experte de la PNL, de la développement personnel, de l'analyse transactionnelle, tout ceci rentre dans le coaching. Et venir dire à une personne ou une entreprise, voilà, vous avez cette problématique, on va vous la régler en X temps, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est vraiment se moquer de la gueule des gens, excusez-moi le terme. Et puis l'âge, alors là, c'est une question à ne rien comprendre. Comment on peut être coach à 24 ans, à 25 ans?
Moi, les coachs que je connais, c'est des gens qui ont déjà été experts dans un métier X, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des experts, soit je dis n'importe quoi, en informatique ou bien en marketing ou en communication. Et un beau jour, et même des financiers, un beau jour, ils se disent, voilà, on va se lancer de coaching. Mais bien sûr, ils suivent une formation dédiée à ça. Mais avoir son bac, après on se dit, on va s'orienter dans le coaching, commencer à coacher des personnes qui ont 50 ou 60 ans, alors qu'on a nous-mêmes juste 24 ans. Tout simplement, voilà, et ça donne un coup dans la crédibilité de ce métier. À mon avis, c'est exactement ça. Et puis, un coach, il n'est pas obligé avoir été chef d'entreprise, mais plutôt avoir côtoyé et fréquenté ou a été dans une entreprise en tant que, au moins, un manager, un cadre. Non, mais alors, Nabil, je vais vous poser une question, la même que j'allais poser à Bouchra, qui est avec nous aujourd'hui, que je pose tout le temps au coach. Est-ce que, enfin moi j'ai ma réponse à moi, mais je vous pose la question. Est-ce qu'il faut avoir vécu des crises, des blessures, à avoir géré? Parce que finalement, c'est ça, c'est savoir appréhender la tension, appréhender des situations que nous, simples mortels, ne sommes pas outillés pour les affronter de manière sereine. Moi, c'est peut-être que c'est pas l'âge finalement que je peux reprocher, mais c'est peut-être tout un environnement. Lorsqu'on coache quelqu'un, il faut prendre en considération que peut-être il a eu un mariage, un deuxième, qu'il a des enfants, qu'il a pas des enfants, qu'il est en train de vivre une crise. Cette crise-là, est-ce qu'on l'a vécue? Est-ce qu'on connaît toutes ces émotions qui sont liées à une crise professionnelle, liée à une crise personnelle, pour pouvoir justement aider une personne à gérer ça? C'est Nabil. Est-ce qu'il faut avoir tout ce background émotionnel? Je vous réponds, monsieur Telaoui. Parce que j'ai l'impression que vous êtes coach. Non. À ma manière, peut-être à mon niveau. Non, j'ai un cabinet de conseil. D'accord, bon, vous êtes dans le conseil. Le conseil, oui. Bah, coaching en anglais. Oui, vous savez, justement, la définition du coach, c'est une définition qui est pas, disons, n'est pas très bien définie. Voilà, déjà, les coachs entre eux, ils devraient quand même se mettre d'accord sur la définition de ce terme. Alors, autre chose, monsieur Tadawi, quand une personne qui a 20 ans, 30 ans d'expérience, certainement, on a dû passer par l'expérience. Oh non, vous savez, j'ai des gens, alhamdoulilah, tant mieux, c'est ce qu'on souhaite à des gens, de n'avoir aucune crise. Non, moi, j'en connais, qui ont une vie tout à fait tranquille. La vie est pleine de choses, d'échecs, de succès, tout ça, qui enrichit votre expérience et que vous avez 20-30 ans dans une entreprise, certainement. Moi, j'ai passé 20 ans, 25 ans dans une entreprise et certainement, je peux vous dire que j'ai dû passer par des moments, des hauts, des bas et tout ça, ça enrichit l'expérience personnelle de la personne. Maintenant, il faut l'accompagner par un cursus spécialisé, dédié au coaching. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je connaissais des financiers, des grands financiers, qui à beau jour, ils sont orientés vers le coaching. À un certain moment, ça devient un besoin. On se dit, on fait un bilan de notre vie et tout, puis on se dit, d'accord. Voilà. Merci beaucoup Nabil. Merci pour votre intervention. Je vais passer la parole à Bouchra qui va répondre par rapport. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois qu'on aborde dans le même sens. Moi et Nabil, tout ce que j'avais dit depuis le début. Il rebondit sur quelque chose, c'est la définition. Après, je vous lirai quelques interventions sur Facebook. C'est vrai que là, je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous me parlez d'écoute, donc je vous écoute, j'essaie de comprendre, d'analyser, je vais restituer. Voilà. Mais en gros, on a du mal, et je vous lirai aussi des réactions sur Facebook sur la définition finalement. Voilà, on est en train de, même s'il y a une définition qui est claire à l'international, on a du mal à appréhender aujourd'hui. Lorsqu'on entend un coach n'a pas une obligation de résultat, on fait des parallèles avec la médecine, etc. On n'est quand même pas dans le même cas. Mais voilà. Définition. Définition. Moi, je vais vous donner une définition d'un grand spécialiste du coaching, qui est François Délivré. Le coaching, c'est l'art d'aider une personne à trouver ses propres solutions. Et dans cette définition, il y a 2 mots-clés ou 3 mots qui sont l'art et pratiquement aider. Et 3e, ses propres solutions. Donc, qui dit l'art au niveau de cet art, c'est-à-dire au niveau de ce mot, il y a pratiquement toutes les techniques
qui sont là. Il y a toutes les émotions dont vous avez parlé. Vous me dites, bon, vous connaissez des gens qui vivent très bien. Peut-être ils cachent. Non, peut-être ils cachent. Peut-être c'est des gens que, bon, vous les côtoyez de près, etc. Mais est-ce que vous avez pratiquement, vous étiez en quelque sorte fait. Non, donc ça, c'est. Je vais pas supposer. Vous avez des gens qui ont des vies tranquilles. Il y a des gens qui ont vécu des faillites, des échecs, des divorces. J'en sais rien. Ce sont des blessures, des maladies dans la famille, etc. Tout ça, c'est une vie. Ce sont des parcours de vie. Mais il y en a qui ont des vies beaucoup plus difficiles que d'autres. Il y en a qui ont beaucoup plus d'échecs que d'autres. Est-ce qu'il faut aller puiser dans ces gens-là qui ont des blessures, qui ont su les dépasser, qui ont su les gérer pour leur permettre de coacher d'autres personnes? C'est la question que je pose. Non, mais moi je vais reformuler même d'une autre manière, je vais aller même plus loin. Il y a des gens qui posent la question, c'est-à-dire on nous pose la question, comment nous avons atterri, nous sommes atterris dans le coaching. Est-ce que par hasard, parce qu'on n'a pas eu un échec c'est-à-dire qui nous a poussé à... Donc moi j'irais même plus loin. Même les coachs qui coachent actuellement, est-ce qu'ils coachent? Comment ils sont arrivés au métier ou à la pratique du coaching? Il y a des coachs de coach. Donc il y a la supervision. Et là, j'allais revenir à ça. On peut en parler par la suite. Un coach doit être supervisé. Il est tenu par être coaché lui aussi. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas encaisser, et par la suite, on va se retrouver nous aussi dépassés. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut une des conditions essentielles du coaching, c'est la supervision. Moi, je reviendrai juste à il a soulevé, c'est-à-dire une idée importante qui est la psychologie, le psychiatre, le psychologue, le coach. Mais il y a une grande différence. Le coach, il n'est pas là. C'est important de donner la définition parce que là, on aide la personne à trouver une solution. Le psychologue, il peut vous imposer même une solution. Il va vous dire, bon, vous vous sentez mal dans cette entreprise, quittez carrément l'entreprise. Et là, il peut, à travers pratiquement la psychologie, etc. Le psychothérapeute, le début de la psychologie, c'est de mettre le doigt sur le problème déjà. Oui, mais je ne rentre pas dans les détails parce que je suis pas spécialiste du détail. Mais malgré tout, on étudie la psychologie pour pouvoir pratiquement pratiquer le coaching. Par contre, le psychothérapeute, carrément, il donne même des médicaments. Le coach, il n'est pas là pour donner des médicaments. Qu'on soit clair. On ne donne pas des médicaments. Non, il est là. Le psychiatre donne des médicaments. Le psychothérapeute, non. Non, peut orienter pour. Non, le psychiatre. Bon, je retire ce que j'ai dit. Le psychiatre, je le précise. Donc, c'est que là, moi, je partage parfaitement ce qui a été dit par Sinabil, et c'est ce que j'avais dit. Il n'y a pas d'engagement de résultat. On aide quelqu'un, je le répète, et j'insiste pour le répéter. Ce qui s'ajoute, c'est l'art, et c'est là où on revient. Il y a des gens est-ce qu'ils sont nés coach? Oui, ils ne sont pas nés coach. Est-ce que le coaching s'acquiert? Ça, c'est la grande question. Toute la question est là. Il y a quand même un talent à un moment donné à avoir. Il y a un talent, il y a les deux. Il y a le talent et il y a dans le talent, il y a cette posture et il y a les techniques qui vont faciliter ou qui vont aider et qui sont importantes. Et bon, je peux revenir même, j'ai oublié l'auteur, mais il y a un auteur en France, un très grand coach en France qui a coaché sans être formé en coaching. J'imagine. Et il est professeur universitaire de coaching et coach très très connu. Donc c'est que là, on revient à cette question de background. Et là, il l'a dit. C'est-à-dire on côtoie l'environnement pour pouvoir coacher. Bon, le mot miracle dans son intervention, c'était de côtoyer pratiquement l'environnement. L'environnement est très important dans le coaching. Bon, ça en fait partie. Alors il est 10h57, on a Kamal qui est au téléphone. On va prendre Kamal, on lui répondra après le flash info de 11h. Bonjour Kamal. Oui, bonjour, je m'arrête, monsieur Sedaoui. Oui, alors vous arrêtez, vous éteignez votre radio parce qu'on a le delay là, à la Pink Floyd, donc si vous pouviez, voilà. Vous vous êtes arrêté? Comment vous allez? Moi, je suis toujours le pong, le fameux qui aime le poisson, là. Ah oui, oulala, ça fait un moment que vous n'aviez pas appelé. Oui, mais je vous écoute, absolument, ça c'est sûr et certain. Bonjour à votre invité. Moi, comme vous savez, en dehors du poisson, j'étais un visiteur médical dans un certain laboratoire et puis j'étais superviseur. J'ai une petite idée là-dessus sur le coaching. Comment on peut coacher, par exemple, un visiteur médical à qui on lui demande d'aller pousser le médecin à prescrire des médicaments sans qu'on ait passé par la visite médicale.
Ça, c'est une question qui est très importante. Un exemple que je vous donne, et je pose la question à madame, un exemple, par exemple, comment on peut, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Si on n'a pas fait le terrain, ça va être très difficile. Et je vois pas mal des coachs qui vont dans les laboratoires pharmaceutiques pour coacher les visiteurs médicaux. Et là, je comprends pas comment il peut les comprendre. Un exemple, une fois où on poussait le médecin, par exemple, à prescrire un antibiotique. Juste à l'entrée, on était avec un autre qui était en stage, et on a vu un bébé avec une érysipèle, c'est-à-dire des boutons au niveau de la peau, et le médicament, c'est une indication de ce sens. On est rentré chez le médecin, on lui a dit, bon voilà, le médicament est efficace pour la toux, pour ADA, et notamment sur l'érysipèle. On est ressorti, on attendait comment ça va se passer. Après, la dame est passée chez le pharmacien, on est parti voir à la pharmacie, elle a dit ce qu'elle a prescrit le docteur, et ben justement, elle a prescrit l'antibiotique qu'on présentait chez le médecin. Donc c'était une indication. On n'a fait que rappeler au médecin comme quoi le médicament est efficace contre les boutons. Elle a vu le bébé et puis elle a prescrit le médicament. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Deuxième heure des experts aujourd'hui, nous sommes toujours en direct, il est 11h08 et si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous parlons de coaching aujourd'hui avec Bouchra Mufti Zada qui est avec nous, coach et qui répond à vos questions, 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Alors c'est vrai que, bon, alors j'ai beaucoup de réactions sur la page Facebook notamment, et c'est là où on voit qu'il y a, encore une fois on parlait de la définition, il y a une crispation autour de j'ai l'impression de ça, entre coach, dans la profession, il y a une espèce de crispation, chacun est à l'affût de ce que dit l'autre, je sais pas, enfin, en tout cas moi je suis en observateur, je suis ni coach, et je connais beaucoup de coachs aussi, on a toujours cette, voilà, ah non, mais il y en a qui salissent le métier, il y en a d'autres non, je sais pas, je vous livre moi ce qui ressort je vous en lirai quelques-unes, et c'est important de savoir où on va, notamment sur ce métier qui est censé accompagner les gens et aider les gens. Kamel, notre pêcheur, qui est dans le poisson, voilà, il vous a livré quelque chose qui est tout à fait concret. On parlait d'environnement tout à l'heure, de savoir, voilà, on est dans le concret, on n'est pas dans les espèces de théories, dans les normes philosophiques, de savoir concrètement, voilà, on a des gens qui ont un problème de motivation, mais qui est dû à un environnement aussi, avec tous ces problèmes, toutes ces contradictions qu'on peut avoir ici. Comment on gère ça? Gérer les contradictions aussi, ça doit être quelque chose qu'il faut apprendre et aider à apprendre de la part d'un coach. Oui, c'est tout à fait normal, dans le métier pratiquement de ce coach, il fait face à certaines personnes coachées qui vivent dans des contradictions. Mais là, je reviendrai à Si Kamel, parce que Si Kamel, il a posé la question, est-ce que on est en visiteur, c'est-à-dire si on veut coacher un visiteur médical, est-ce que il faut être du même métier? Mais là, moi je crois qu'on va revenir à la même question de tout à l'heure. Est-ce qu'un entrepreneur, pour qu'il coach, doit être passé par l'entrepreneuriat, doit avoir été entrepreneur au préalable. Oui, mais lui, il est pas payé pour ça. L'entrepreneur, il va employer des gens parce qu'il a un objectif de rentabilité, il fait rentrer de l'argent, etc., que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Bref, un coach, son business model, sa raison de sa facturation, elle est basée sur sa capacité à pouvoir accompagner. C'est pas la même chose. Moi, je peux être entrepreneur et essayer d'entreprendre. Je peux me gourer, je peux me tromper, je peux faire faillite, je peux me relever. Bref, un coach, il est quand même, vous venez me voir en me disant, j'ai la capacité, j'ai les compétences et j'ai la possibilité de vous accompagner pour mieux réussir. Pas la même chose. Non, juste, je pense que il y a une précision à faire à ce niveau-là. L'entrepreneur n'a pas le temps, mais on a certains entrepreneurs qui font du coaching en interne. Eux aussi, ils ont été formés pour être coach. Où elles ont acquis les techniques avec la posture qu'ils ont. Je reviens toujours à la question du visiteur pharmaceutique, c'est-à-dire visiteur médical. Ce qui m'a un petit peu, c'est-à-dire intrigué en quelque sorte, c'est le fait de dire qu'il devait intervenir sur la prescription médicale, sur un médicament. Le coach n'est pas là pour lui dire tu vas intervenir. Là, il a poussé la réflexion très très profondément sur des choses qui sont techniques, c'est-à-dire le médicament, déjà le métier.
pratiquement du médicament, c'est un métier qui est dur. Le marketing, pas dur, c'est-à-dire critique. Le marketing du médicament, c'est un marketing qui est réglementé. La même chose pour le coaching de médicaments. Je ne peux pas, moi, aller en tant que coach dire à l'autre, vous allez devoir prescrire telle chose. Alors là, c'est que je ne suis pas du tout coach. Toujours, on revient à cette question. Non, mais là, je prends l'exemple de Kamel, qui est quelque chose de symptomatique. C'est-à-dire que vous avez au sein de l'entreprise marocaine, et nous, on le sait, tous les lundis dans cette émission, des comportements qui sont en dehors de la loi, qui sont à la limite de la loi. Lorsque vous avez une personne qui va venir vous voir, écoutez, moi je fais bien mon métier, mais on ne paye pas mes cotisations à la CNSS, mon patron ne respecte pas le droit du travail, etc. Et à un moment, vous pourrez avoir toutes les compétences en termes de coaching, c'est quoi? Et à un moment donné, est-ce que vous prenez, c'est là encore, on revient à la connaissance de l'environnement, et c'est là où il y a une espèce, je pose la question s'il y a une espèce de Maroc-coaching, hein, comme on parle de marketing, de Maroc-coaching, où on sait que dans les entreprises, qu'on a des contradictions au sein des entreprises, qu'on a des contradictions au sein même de notre culture. Vous le savez, que nous, entre musulmans, entre notre religion, l'alcool, la société, on connaît tout ça. Donc, est-ce que ça, ce sont des choses qui font partie de votre ADN? Mais c'est clair, d'où le contexte, d'où l'environnement. Un coach, et je l'ai dit auparavant, doit connaître son environnement, doit côtoyer cet environnement pour pouvoir pratiquement coacher. Vivre les contradictions, on est dans un système où il y a beaucoup de contradictions, et si on ne les a pas côtoyées ou on ne les côtoie pas, on ne les maîtrise pas, on ne peut pas réussir son acte de coaching. Mais pour Kamel, moi, généralement, on peut coacher une équipe commerciale qui est le visiteur médical ou les visiteurs médicaux. Et c'est du coaching commercial pour les aider pratiquement à faciliter en quelque sorte leur pénétration auprès des médecins ou des pharmaciens, etc. Mais en aucun cas, on ne doit intervenir au niveau ni des médicaments, ni des prescriptions médicales, etc. Donc là, ça pour lui répondre. Là, s'il y a des questions techniques, etc., ça suppose que peut-être on doit faire appel à un spécialiste du domaine pour pouvoir réussir son acte pratiquement de son intervention en matière de coaching. On a Rachid de Rabat. Bonjour. Bonjour, monsieur Faisal. J'ai pris le train en marche. Oui. Donc, j'ai pas assisté à l'émission depuis le début. Bon, bah, alors, au revoir. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Alors, je voudrais juste revenir à coacher. C'est une relation entre un coaché et un coach. Normalement. Moi, je pense que quelqu'un qui va vers un coach, il est déjà préparé psychologiquement pour réussir, parce qu'il va payer pour arriver à son objectif. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est quand on ramène un coach dans une entreprise et on lui demande de réussir un challenge avec une équipe. Et l'équipe qui n'est pas préparée déjà. Qui n'est pas préparée, et puis ça dépend aussi de l'ambiance dans l'entreprise, de l'atmosphère, ouais. Absolument. Donc, la motivation est un élément très très important pour réussir le coaching. C'est pour cela que quand on parle d'obligation de résultat, mais il y a des ingrédients qui doivent être là avant de commencer ce processus de coaching. Est-ce que les gens sont préparés psychologiquement à écouter ce coach? Est-ce que ce coach a été briefé sur l'environnement? Parce que ça le rendrait un peu plus empathique. C'est-à-dire, il va comprendre les gens pour pouvoir prodiguer quelques spécificités et faciliter aussi son acceptation par l'équipe. Donc, voilà un petit peu les pistes que je voulais ouvrir. C'est juste D'accord. Des réflexions. On ne peut pas venir du jour au lendemain et on dit tiens bon c'est une équipe qui l'esprit d'équipe est absent. Mais il faut vraiment préparer le coach sur l'environnement vrai,
le terrain, qu'est-ce qu'on attend des gens, qu'est-ce que vraiment lui brosser l'image réelle et avec beaucoup plus de fidélité. Et puis de l'autre côté, au niveau de l'équipe, voilà, on a des problèmes, on a ceci, on a cela, on va être aidé par quelqu'un d'externe et qui va regarder d'un autre angle de vue notre problématique. Il va juste nous permettre d'avancer mieux, d'enlever un petit peu les grains de sable. D'accord. On a bien compris. Voilà. Merci beaucoup, Serachid. Alors, Bouchra, c'est vrai que là, il y a deux éléments. Il y a le coach auquel on fait appel parce que ça vient de nous, hein, c'est mon initiative, et il y a le coach qui vous est finalement imposé, c'est-à-dire que vous êtes au sein de l'entreprise, vous êtes un employé, un salarié, et puis votre patron fait appel à un coach pour coacher ses salariés. Là, les deux démarches sont différentes, et à quoi il faut faire attention justement pour que ça réussisse? Bon, ce qui est important, là, on touche pratiquement à l'organisation, à l'entreprise. Et là, le coach, il a des devoirs vis-à-vis de cette organisation. C'est-à-dire, si jamais il est contacté par, c'est-à-dire, moi, je dirais, le top manager, pour qu'il coach les collaborateurs, un ou plusieurs collaborateurs, le collaborateur, et ça a été dit, doit être préparé au préalable. Il faut qu'il soit informé. On peut pas venir et imposer aux collaborateurs un coach. Ça, c'est le premier point. Il faut qu'il soit informé. Et il faut qu'il soit informé, c'est-à-dire même sur la problématique posée. Est-ce que c'est une problématique peut-être de motivation, c'est une problématique de changement, c'est-à-dire de l'équipe, ça peut être reconversion dans le travail, ça peut être beaucoup de choses. Donc là, au niveau de cette organisation, et je crois que je l'avais dit au début, il y a un contrat qui doit être établi, et c'est un contrat tripartite entre le chef d'entreprise, la personne qui va être coachée, le collaborateur ou la collaboratrice, et le coach. Et au niveau de ce contrat, tout doit être défini. Sur quoi le coach va-t-il intervenir, et quelles sont ses limites en matière même de transmission de l'information par rapport à l'opération du coaching qui a été menée ou qui va être menée. Donc, c'est que là, ce qui m'a dérangé ou ce qui dérange actuellement, c'est que j'ai eu affaire à certaines entreprises qui m'ont appelé pour licencier, par exemple, pour coacher quelqu'un en vue éventuellement d'un licenciement ou d'une rétrogradation. Là, on est dans pratiquement un esprit de manipulation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le coach c'est pourquoi je reviens à la question de l'éthique, de la déontologie. En aucun cas, on ne doit accepter de mener une opération de coaching si le contrat n'est pas fait et n'est pas vraiment bien défini. Avec des clauses claires, je vous arrête sur ce point-là. Dans quel cadre on va pousser le point un peu loin. C'est vrai qu'on part toujours dans le positif, mais on est quand même là aussi pour accompagner des gens à passer des moments difficiles dans une carrière professionnelle. Enfin, je sais pas. Je pose l'hypothèse. Dans quel cadre cette situation que vous venez de nous exposer, à savoir accompagner quelqu'un qui va être soit qui doit affronter un licenciement, qui doit être rétrogradé, c'est un moment difficile à passer. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi qui gêne? C'est d'être manipulé par un top qui management. Gêne, et j'insiste, c'est la manipulation. Ou alors un top manager qui, de toute façon, doit se séparer de quelqu'un. Ça arrive dans la vie d'une entreprise et qui veut que ça se passe bien alors ça vraiment, je vais pour une fois dans un top manager de bonne foi qui est là, écoutez, il faut que je me sépare de cette personne-là, autant l'accompagner pour que ça se fasse soit dans une reconversion, soit dans une séparation qui se fasse normalement. S'il vous plaît, là ce que vous soulevez est très clair. Il nous appelle pour accompagner quelqu'un, pour l'aider à vivre bien cette séparation. Ça c'est très clair. Mais c'est très clair si il le dit. Lisiez entre les lignes. Non, si il le dit, si c'est pas dit et qu'on sente une manipulation, il faut arrêter sur le champ. Et c'est ça le point sur lequel vraiment il faut la sentir, la manipulation. Mais c'est clair, il faut la sentir. Et d'où d'ailleurs l'écoute, d'où pratiquement l'expérience de l'entreprise. Mais d'où l'expérience. D'où l'expérience de l'entreprise. Vous voyez. Donc et ça on le vit énormément lorsqu'on est en phase de transition ou en phase de changement. Et lorsqu'il y a des recrutements, sans attaquer, je ne suis pas là en train d'attaquer quiconque, mais lorsqu'on a un nouveau DRH qui atterrit, il cherche à changer l'équipe.
et ils cherchent à changer pratiquement. Donc, pas systématiquement. Mais moi je dis dans certains cas. Ouais. Ok. Donc c'est que là, il faut que ça soit, c'est-à-dire l'objectif du coaching doit être bien défini et bien cadré. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est clair. Oui. Donc, est-ce que vous faites un diagnostic? C'est-à-dire, en gros, voilà, on vous fait appel. Est-ce que vous pouvez vous balader au sein d'une entreprise pour faire votre diagnostic et dire, attendez, moi, je vous prends en coaching ou je vous prends pas en coaching? Est-ce que dans la démarche, vous y allez directement franco ou est-ce qu'il y a d'abord une première étape de diagnostic ou c'est pas votre rôle? Non, là, vous passez à autre chose, c'est-à-dire vous soulevez la question du consulting, du conseiller. Qui fait le diagnostic? C'est le consultant qui va faire un diagnostic. Pas vous. Ok. Moi, j'insiste sur un point. Ce que je demande à faire une visite, à voir éventuellement l'entreprise pour comprendre comment ça fonctionne. Je demande à ce qu'il y ait une réunion au préalable avec les collaborateurs s'il y a un coaching commandé par l'entreprise, avec les collaborateurs qui vont être coachés pour qu'ils soient informés de ce qui va se passer. Ok? Donc ça, c'est ce que je fais. Mais vous me dites diagnostic. Diagnostic, c'est un terme de consultant. Et toute la question est là. Est-ce que le coach peut, à un certain moment, être conseillé ou jouer le rôle même du consultant ou... Ok, c'est pourquoi d'ailleurs cette histoire de définition, elle est très 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 importante pour connaître les limites de chacun. Est-ce que il arrive un moment, après toutes les séances de coaching, est-ce qu'il arrive un moment où le coach va enlever sa veste pratiquement de coach pour devenir peut-être conseiller, consultant, etc. Alors, j'ai Soumia sur Facebook qui nous dit au sein d'une entreprise, quelles sont les personnes visées pour le coaching, surtout si on parle d'entreprise de production ou de grande taille, il y a le PDG, le DG, le DG adjoint, le directeur de département, les responsables, etc. Alors d'une part, elle nous dit coacher les bonnes personnes, d'autre part, minimiser les coûts, surtout que cette prestation coûte les yeux de la tête pour une entreprise, ça c'est Soumia qui nous dit ça, et par expérience de la définition des budgets annuels, elle semble y connaître quelque chose, Soumia, le coaching était la première des choses à éliminer. Alors, on a deux choses, le coût, parce que c'est quand même aussi important, et puis j'imagine que parce que là on parle de coaching en entreprise, c'est normal, on parle de vie professionnelle, droit du travail, mais il y a aussi le coaching personnel, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais le coût aujourd'hui, est-ce que c'est une profession d'artiste? C'est-à-dire qu'en gros, il y a des stars dans le coaching, j'imagine. Vous venez de nous citer des noms à l'international, donc j'imagine que s'ils sont devenus des grands noms du coaching, c'est qu'ils ont réussi. Encore une fois, on revient sur les résultats. C'est-à-dire qu'à un moment, ils deviennent de grands coachs s'ils ont eu des résultats. Et à un moment, même s'il n'y a pas l'obligation, on est quand même jugé sur des résultats et sur ce qu'on apporte. Et puis, il y a d'autre part à qui... au sein d'une grande entreprise, qui coacher en fonction des tailles de structure. Ça dépend de la problématique qui va être soulevée. Et là, c'est une décision pratiquement du top management. Si moi j'ai une problématique au niveau des finances, on va coacher peut-être l'équipe financière ou le directeur financier. Ou si j'ai une autre problématique au niveau de la production, elle parle de la production. Il faut voir pourquoi je vais pratiquement demander une intervention en matière de coaching. Et là, ça rentre dans le cadre pratiquement du plan d'action de l'organisation, de l'entreprise. Donc, on peut coacher le manager comme on peut coacher le N-1, le N-2, les exécutants. Tout dépend de la problématique qu'on a. Au niveau de la production, par exemple, je constate qu'il y a une personne qui vient tout le temps en retard. Là, vous constatez. Par exemple, au niveau, vous constatez. C'est-à-dire le manager. Vous avez fait un diagnostic. Non, le manager. Non, pas moi, pas le coach. Ah d'accord. Donc le manager. Vous prenez pour argent comptant ce que vous dit le manager. Non. C'est-à-dire c'est-à-dire le directeur, il a constaté que la même personne, elle est très rentable, mais elle vient tout le temps en retard. Il veut traiter c'est-à-dire cette question-là, et il appelle un coach pour creuser un petit peu, pour voir un petit peu pourquoi cette personne, elle vient en retard. Là, on est dans un coaching d'une personne au sein d'un organisme, d'une organisation, c'est-à-dire à tous les niveaux, mais selon la problématique soulevée, selon les objectifs visés par l'entreprise ou c'est-à-dire le manager ou le top management, parce que parfois il y a des décisions qui sont collégiales. Donc tout le monde peut être coaché à condition que on se trouve dans c'est-à-dire le scénario qu'on se sente peut-être mal ou on se sente bien et on veut être mieux.
J'insiste. Mais alors, C'est-à-dire, j'insiste sur le point que... On coach combien de personnes? Ça c'est une question que j'ai sur la page Facebook et ça revient à ce que nous pose la question Soumia. Oui. Est-ce que vous êtes en one-to-one ou est-ce que lorsqu'on coach, est-ce qu'on peut coacher 10, 20, 30, 40, 50 personnes? C'est quoi l'éthique? C'est quoi la limite? C'est quoi? Ouais. Il y a le coaching de l'équipe. Comme il y a le coaching individuel. Oui. Je coach, lorsque je reviens à ce qui a, c'est-à-dire à la question de tout à l'heure des visiteurs médicaux, je peux faire un coaching de tous les visiteurs médicaux pour qu'ils puissent acquérir pratiquement le sens, le réflexe ou en quelque sorte commercial. Ça, c'est un coaching équipe. Et on peut coacher un individu sur un problème donné. OK? Donc maintenant, est-ce que c'est pas les mêmes compétences, hein? Je coachais une équipe de 30 personnes, de 30 commerciaux et coacher une personne 30 déjà c'est beaucoup, en hein. one-to-one. Non, 30 ouais. c'est beaucoup. Ouais. Il y a un point très important, c'est que en one-to-one, il y a c'est-à-dire on va voir la personne, elle aura plus de chances peut-être, en one-to-one, on connaît mieux la personne, on la coach sur un point donné qui se réfère à elle. Au niveau pratiquement maintenant de l'équipe, c'est par rapport à une démarche donnée. OK? Donc, je peux coacher une équipe dans une phase de changement. Et là, ça sera un coaching d'équipe. 30, c'est beaucoup, hein. 30, c'est beaucoup, personnellement. Des fois, il y a des grosses équipes de commerciaux dans les grandes entreprises. On les partage. Il y a des groupes, des sous-groupes, etc., etc. Là, c'est toute pratiquement une organisation. Maintenant, la question du coût. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts, il est 11h36, on parle de coaching aujourd'hui avec Bouchra Moftizada. Si vous venez de nous rejoindre, vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou vous réagissez sur la page Facebook des experts pour nous poser toutes vos questions sur le coaching. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'un coach? Qu'est-ce qu'un bon coach? Qu'est-ce que devrait faire un coach? Et il y a beaucoup de mini-débats sur les différentes fonctions d'un coach, sur ce qu'on peut en attendre. Et c'est vrai que là, voilà, ça pose de vraies questions par rapport à ce métier qui à un moment donné on en voit de plus en plus et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons et voilà, et on peut se poser la question encore une fois, et ça c'est toutes les questions qui sont posées sur la page Facebook des experts, notamment sur la question de posture dont vous avez parlé tout à l'heure, on y reviendra, mais la question de notre auditeur c'était le coût. Combien, notre auditrice Soumia sur Facebook, le coût, combien ça coûte, et c'est vrai que ça coûte cher, est-ce qu'on juge un coach en fonction du coût de sa prestation? Encore une fois, on parle de résultats, mais j'imagine qu'un coach qui n'a pas de résultats probants, finalement après, soit il va pas trouver de boulot, soit il sera moins cher que les autres. Est-ce qu'il y a un coût réglementé? Parce que voilà, est-ce que aujourd'hui en termes de coût, à partir de combien on peut estimer un coach en one-to-one? Au-delà de quel montant on ne doit pas aller? Est-ce qu'il y a des stars dans le métier au Maroc qui touchent plus que d'autres, ce qui serait normal, il n'y a pas de problème? Comment ça fonctionne? Dites-moi. Bon, vous l'avez très bien dit. Est-ce que le coût est réglementé? Pas du tout. Hein. Pas du tout. Il n'y a pas de barème. Je sais que le barème qui est fixé pas réglementé par la loi, mais par la profession. Par la profession, je sais qu'au niveau de l'association, par exemple, Maroc Coaching, la séance est minimum 1500 dirhams par séance qui peut aller jusqu'à. Bon, elle peut aller jusqu'à 1 heure 10 minutes, 15 minutes. OK? 1 heure, 1 heure moins quart, jusqu'à 1 heure et quart. Ça pour le coaching personnel. Pour le coaching entreprise, je sais qu'il y a des coachs qui vont jusqu'à 3000 dirhams l'heure. Mais il y a des coachs malheureusement qui sous-facturent à fond. Surtout au niveau pratiquement lorsqu'on est en coaching personnel. Et moi je dis que chaque prestation a un coût et le coût doit être en relation avec la qualité. Vous l'avez dit, donc le coach star, est-ce qu'il est coach star parce qu'il offre un service de qualité ou qu'il est coach star parce que on le connaît, parce qu'il a fait sa place, parce que. Donc toute la question est là. Ce qui est important à retenir, c'est que une séance de coaching, elle se prépare. C'est pourquoi il faut pas la sous-facturer. Sinon, c'est plus du coaching. À l'avance, lorsque je vais aller pour une opération de coaching, c'est des préparations au préalable.
On n'est pas dans le scénario du patient qui va aller voir le médecin il le reçoit et bon. Ok, mais là, nous, il y a une phase préparatoire au préalable. Et cette phase, il faut la facturer. Ok, je reviens à la question de la sous-facturation qui porte atteinte au métier. Très, très, très important. Non, mais déjà, il y a des gens parfois qui facturent 150 dirhams. C'est quoi 150 dirhams? Non, mais qu'est-ce qu'ils font pendant... Je vous pose une question. Donc, l'élément argent est central, hein, contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de choses. Il est quand même central. C'est un business. Vous conseillez des gens souvent dans le business. On est un milieu professionnel, donc on conseille des gens pour que soit on aille mieux dans son entreprise, donc résultat, plus de productivité ou plus de rentabilité. On est quand même, on est dans le libéralisme et dans le capitalisme. On est tous là pour ça à un moment donné, au-delà de tous les grands vœux pieux et toutes les grandes idées qu'on peut avoir irénistes et pacifistes. Mais à un moment donné, ce que vous êtes en train de dire aux gens, c'est que un coach, ça doit être nécessairement avoir un coût minimum et qui est quand même assez coûteux. Je sais pas, moi je me pose la question, si je devais faire appel à un coach, et si j'ai les moyens de me payer un coach, je me disais c'est exceptionnel. Je veux dire qu'un coach pour moi devrait être quelqu'un d'exceptionnel. Il devrait pas y en avoir beaucoup, ça devrait être un talent à qui je fais appel parce que j'ai les moyens d'y faire appel. Maintenant, s'il y a tout le monde qui se met à facturer, on peut se poser la question sur qui sont ces coachs-là. Même lui, il doit avoir un problème pour se gérer, parce que s'il facture très peu, c'est que c'est pas rentable. Oui, c'est ce qu'on a dit au début. Le bon et le mauvais. Ouais. Et entre les deux, il y a des gens qui jonglent. Donc ça, c'est le signe. Si on facture trop peu, c'est quoi? À combien on se dit, ah bah non, ça c'est un coach qui est pas sérieux parce que c'est quand même bizarre ce que je dis. Mais bon, il y a un coût minimum, il y a des gens, le coût minimum, pour moi, personnellement, c'est 800 dirhams l'heure. 800 dirhams l'heure de coaching. En personnel, en one-to-one. En one-to-one. Ouais. Moi, je vous avais dit, il y a des gens qui payent à 150. On m'a dit, je suis resté sidéré. 150 dirhams. Est-ce que ces gens-là font du coaching? Ok. Ou alors ils disent qu'ils le font gratuitement. Bah, non, c'est pas eux qui disent, c'est les clients qui en disent. C'est les clients qui en disent. Donc c'est que là, je reviens toujours à cette véritable problématique de déontologie et d'éthique. La fourchette normalement doit être fixée parce que par exemple, si je prends le cas de la France, en France pour un coaching privé en personnel, on paie entre 60 et 100 euros. Dans l'entreprise, on va jusqu'à 150 jusqu'à 300 euros. L'heure. Donc, vous voyez un petit peu donc, ça revient à dire que il y a des préparations, il y a, vous l'avez dit, il y a de l'expertise, il y a une posture, etc., etc. Donc, brader le prix à ce point veut dire qu'on n'est pas du tout dans la qualité et ces gens-là, est-ce qu'ils sont effectivement de véritables coachs? Non mais moi ce que j'essaie de comprendre, moi si un coach vient me dire je vais vous coacher pour 150 dirhams de l'heure, je vais le regarder avec des grands yeux, je vais dire mais comment vous allez pouvoir me coacher avec peut-être gagner plus d'argent dans ma vie professionnelle si vous n'êtes pas capable vous d'essayer de vous vendre mieux. C'est peut-être la posture que je vais avoir aussi en tant que potentiel coaché, non? Oui, ça c'est vous. Oui, mais n'oubliez pas que au Maroc, il y a une bonne couche de la population qui entend parler de ce coaching et qui veut pratiquement qu'il y ait une action, qu'elle soit coachée, mais c'est des gens qui ne sont pas prêts à investir. Non, mais on parle de l'entreprise. L'entreprise, c'est clair. L'entreprise, c'est variable entre 1500 jusqu'à 3000 dirhams. Et c'est pourquoi d'ailleurs les entreprises ne font pas facilement appel à des coachs. D'ailleurs, la dame de Facebook, elle a dit, le prix est pour eux, il est cher, donc ils préfèrent laisser pratiquement en seconde priorité ou en troisième priorité ou même quatrième priorité. C'est un poste budgétaire qui est lourd pour certaines entreprises.
Ok. Ouais. Enfin, Donc, après, et là, c'est tout jeune dépend entreprise, des en fonction, priorités. en fonction des résultats et en fonction des résultats aussi. Oui. On a Nada qui nous dit, je pense qu'au-delà des prérequis techniques qu'un coach doit avoir et qui sont une nécessité pour sa qualification, il doit avoir des aptitudes personnelles, ouverture d'esprit, intérêt pour l'autre, aisance relationnelle, communication, sens de la coopération, l'envie d'aider les autres. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous dit Nada. Ça c'est les qualités que Oui. je vois. Parmi les qualités, c'est ce qu'elle a dit tout parfaitement. Je partage parfaitement son avis. Alors, ajouté à cela, il y a d'autres critères. Alors, j'ai Husni qui nous demande, les formations de coaching au Maroc sont-elles accréditées par l'État? Les formations de coaching. Ce que j'ai dit depuis le début. Normalement, il y a pas mal de formations, sans citer de nom, je ne veux pas rentrer dans le nom, mais généralement, il y a des formations qui sont certifiées ICF. Donc, elles ont plus de crédibilité que certaines autres formations qui ne sont pas. ICF veut dire International Federation of Coaching. Et il y a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pourquoi, au début, si je me rappelle bien, j'avais demandé à ce qu'il y ait un référentiel pour que on puisse filtrer, faire un filtrage au niveau pratiquement des diplômes ou des attestations qui circulent sur le marché. On a Agnès qui nous dit qu'il y a un cadre réglementaire pour les pratiquants de ce métier coaching. Donc c'est ce que vous venez de nous dire. Finalement, il y a une instance internationale, mais il n'y a pas un cadre réglementaire juridique aujourd'hui. Du tout. Il n'y a pas de loi qui Non. régit le métier. Pas du tout. Bon. On demande maintenant le référentiel et la loi peut venir après. Mais vous savez, le texte de loi, il prend beaucoup de temps. La loi. Il y en a combien là? Il y a un annuaire. On sait combien il y a de coachs au Maroc. On va dire que selon les règles de l'art, c'est-à-dire ce que vous considérez comme coach. Il y a un annuaire ou pas? L'annuaire, il existait. Personnellement, je ne sais pas est-ce qu'il a été rediffusé ou republié. Il y avait un annuaire au niveau de l'association Maroc Coaching. Mais pour votre information, il y avait une fédération du coaching, mais qui existe dans le Nord, au niveau de Tanger, et je ne sais pas est-ce qu'elle est en veilleuse actuellement ou elle bouge. Donc, personnellement, je ne saurais vous avancer un chiffre. Ils ont besoin de coachs là, les coachs là, pour se vendre un peu mieux là, ou je sais pas. Est-ce que les coachs ont besoin d'un coach là pour mieux se vendre là un peu mieux là? Parce que non, c'est pas question de mieux se vendre. Il y a pas d'annuaire, il y a pas de. Non. Ils ont ce que j'avais dit tout à l'heure, mais là c'est dans la pratique du coaching. Ouais. Ils ont besoin d'un superviseur sur certaines. Ils ont besoin de faire de la supervision sur certaines problématiques. C'est le Non mais je sais pas, j'ai l'impression, parce que s'il y a bien des coachs qui devraient mieux vendre leur profession, c'est le coaching. Pardon, excusez-moi, il y a le marketing du coach. Le marketing, coaching. Est-ce que le coach fait son propre marketing? Quelle est sa démarche marketing, etc., etc. Donc, c'est sa vitrine, quoi. Moi, un coach qui sait pas se vendre, pour moi, je vais pas lui demander de venir coacher une équipe de commerciaux. Je sais pas. C'est la vitrine, quoi. Oui. En tout cas, je sais pas. Moi, c'est en tout cas, c'est mon avis. Alors, j'ai pas mal de réactions sur la page Facebook. Amina nous dit diagnostic, accompagnement puis bilan sont les 3 grandes étapes d'un coaching. Ce n'est pas uniquement le rôle d'un consultant d'établir un diagnostic. Ça c'est en réaction c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure par rapport au diagnostic. Diagnostic, moi je dirais plutôt c'est la séance d'écoute qu'on fait, soit avec le responsable qui a commandé pratiquement l'opération de coaching, l'intervention au coaching, ou avec les collaborateurs qui vont être coachés. Mais diagnostic dans le sens exact du terme, c'est-à-dire force, faiblesse, etc., le coach ne les fait pas. C'est le rôle, c'est le rôle du consultant. Il y a une séance d'écoute, parfois 2 séances, même ça peut aller jusqu'à 3 séances, pour mieux cerner pratiquement l'intervention. Alors, ce qu'elle appelle, juste une petite précision, ce qu'elle appelle bilan, etc. Ça c'est c'est-à-dire le compte rendu qu'on donne après. On est tenu par remettre pratiquement comme une sorte de livrable à l'entreprise. Donc vous avez une obligation de résultat, c'est un livrable quand même à un moment donné. Non, un livrable. Bon, j'ai dit ce qu'on appelle un livrable en coach, c'est-à-dire au niveau du consulting, etc. Mais on est tenu par informer
des résultats du coaching lorsqu'on est dans une opération. Mais alors, les pratiquement résultats, on le très sent quand? particulière. Alors, justement, ça, c'est la question que j'allais vous poser. Quand on a fait une opération de coaching au sein d'une entreprise, ça se fait pas, le résultat, il se fait pas sentir en 24 heures. Bah, Il se c'est fait pas clair. sentir même parfois en 3 mois, c'est parfois en 6 mois. Il y a un suivi. Est-ce que, là aussi, il y a une obligation de suivi Pas sur du les tout. 6 mois, 1 an? Non. Pas du tout. Non. La distanciation, Ouais. juste après la dernière séance de coaching, il faut une distanciation pratiquement. Mais ça, ce sont des séparée. règles ou C'est des règles. c'est en Non, fonction non, de c'est des chaque règles. coach qui peut avoir sa manière d'opérer? Là, c'est pourquoi je dis, les règles du coaching sont claires. Mais les gens qui opèrent, j'aime pas utiliser des termes un petit peu forts, mais la distanciation est une des conditions en matière de coaching. Donc, je termine mon opération, ma prestation plutôt, mon intervention, j'arrête. Toute action tout contact avec l'entreprise. Ouais, une fois qu'on a fini, ça y est. Ça y est, Basta. c'est clair. On s'en va. On s'en va. C'est Bon. une mission qui a arrêté, etc. Et là, on peut nous contacter après pour une autre problématique. Ça ne pose pas de problème. Mais comment on juge du succès de l'opération? Et comment on juge? On juge, vous l'avez dit. Et on peut pas juger du jour au lendemain. C'est pourquoi on dit qu'on Bah, c'est n'est pour pas ça que je tenu pose la par le que- résultat. Non, mais c'est pour ça que je pose la question sur le suivi. Surtout si on travaille la personne, c'est des émotions. On travaille sur une personne, sur son comportement, le comportemental, etc. Le manager peut le juger après, remarquer que la personne a évolué ou n'a pas évolué après 3 mois, après 4 mois, ça peut être dans une année, etc. Donc c'est pourquoi je n'arrête pas de le répéter. On n'est pas là pour trouver une solution à quelqu'un, on est là pour l'aider à être mieux. On a Abdullah qui nous dit, alors bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais il nous pose quand même la question, quelle est la limite du champ d'intervention du coach? C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, vous nous dites voilà vos limites en tant que vous, voilà. Et c'est vrai que pour certaines personnes, peut-être qu'on s'attend à trop, j'en sais rien, par rapport à un coach. Et Abdullah nous dit quelle est la limite du champ d'intervention du coach, quelle est la différence entre le coach et le psychothérapeute. On a déjà parlé tout à l'heure, c'est vrai que la limite, elle peut être très difficilement. ouais. Parfois, c'est très difficile c'est-à-dire à fixer les limites, mais par rapport c'est-à-dire au psychologue ou par rapport au psychiatre ou par rapport au psychothérapeute. Ce qui est important à retenir, et là en matière de limites, c'est que pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la distanciation, c'est que on n'a pas à devenir amis, par exemple, après avec la personne qu'on a coachée. Ça, c'est une des limites, par exemple. C'est une limite principale et essentielle. Limite, il y a un contrat qui a été fait où on a défini pratiquement notre champ d'intervention. On va intervenir sur 5 heures ou sur 5 séances, sur 10 séances. Ça peut aller lorsqu'il s'agit d'une reconversion professionnelle ou d'une problématique professionnelle ça peut aller jusqu'à 2 ans ou 3 ans, mais c'est défini dans le contrat. C'est très clair. C'est pourquoi j'insiste à ce qu'il y ait ce contrat tripartite. Obligatoirement. Dans le contrat, on définit. Et à partir de la première séance ou les 2 séances qu'on a eues, des séances d'écoute au début pour définir les besoins, on va pouvoir juger est-ce qu'on va avoir besoin de 15 séances ou de 20 séances, 2 mois ou 3 mois, ou parfois ça peut se régler en une séance. Alors, c'est-à-dire, j'ai besoin de quelqu'un qui veut prendre une décision, il a des difficultés à se décider, etc. Donc, suite à un contact, à une entrevue, questionnement, reformulation, la décision se dégage. Alors, j'ai une question sur la page Facebook, c'est une question aussi que j'allais vous poser. Est-ce que coach ou coach, vous êtes une femme, il y a beaucoup de coachs femmes, il y a beaucoup de coachs hommes. Est-ce que il y a, encore une fois en prenant en considération la société marocaine telle qu'on la connaît, les spécificités de certaines entreprises, est-ce que une coach femme arrive à se faire écouter dans certaines entreprises plus que d'autres? Est-ce qu'il y a une vraie approche de genre dans le coaching? Là, je me rappelle que j'avais traité ce point au préalable, il y a 2 années de ça, ou 3 ans, dans le cadre d'une publication. Est-ce que il est préférable d'être coaché par une femme ou d'être coaché par un homme? L'approche genre, pourquoi même poser cette problématique?
ou cette question. Pour moi, je vais juger de l'acte du coaching en fonction de la personne, c'est-à-dire pas forcément genre, en fonction de ses compétences, de son professionnalisme, de son expertise. Mais me dire que il est préférable d'être coaché par une femme ou il est préférable d'être coaché par un homme. Non, vous prenez la question dans l'autre sens. C'est oui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont avoir moins de réceptivité par rapport à une femme pour je ne sais quelle idée ou quelle idéologie, un homme qui ne voudra pas être traité, ou même une femme qui n'a pas envie d'être coachée par une femme, je n'en sais rien. Ça, c'est au coach de dépasser ça. C'est au talent du coach justement de faire dépasser l'approche genre, le côté genre, ou alors faut être pragmatique. Mais c'est clair qu'il faut être pragmatique. Et il faut faire, là, comme si vous me dites, et là, une fois, je me rappelle que on m'avait posé la question d'une personne, est-ce que le coach doit pratiquement toucher à la drogue pour pouvoir coacher un drogué? Ça aurait été, mais c'est pas mal. Ouais, non, moi je vous pose, ça m'a été soulevé. Oui, mais comme j'imagine question. Que c'est pas mal. Quelqu'un qui a un passé à aura plus de poids que quelqu'un qui ne l'a jamais. Oui. Donc c'est que là. Ça veut pas dire que si vous voulez être coach, droguez-vous. Hein, non, rien que pour vous dire. Ça c'était un exemple parmi d'autres. Question genre, moi personnellement, si j'étais coachée. C'est-à-dire si j'étais une personne qui voulait se coacher, je n'allais pas m'arrêter sur ce point. J'allais m'arrêter sur l'expertise de la personne, j'allais m'arrêter sur sa posture, j'allais m'arrêter sur son pratiquement c'est-à-dire sur le comportemental de la personne pour pouvoir pratiquement passer commande. Mais vous avez déjà eu des réticences de gens que vous deviez coacher parce que vous étiez une femme? Parfois, sur certains sujets, c'est très difficile. Parfois, de coacher un homme pour une femme. Mais moi, je dirais, le défi était, j'ai eu des cas, le défi était de mettre à l'aise ces gens-là pour pouvoir, ensemble, trouver pratiquement une solution à leurs problèmes. Et j'ai eu des cas, sans rentrer dans le détail, j'ai eu des cas d'hommes, c'est-à-dire c'était pas aussi simple de mener l'opération de coaching. Mais vers la fin, on a réussi ensemble et la preuve c'est que on m'a même pratiquement, ils m'ont recommandé même d'autres gens à coacher, etc. Bon, mais c'est un problème. Ça peut être un problème. Ça peut être, dans certaines situations, dans certains cas, ça peut être un problème. Il y a des freins. Il y a des freins parfois, tout à fait normal, comme dans n'importe quel métier. Alors, j'ai beaucoup de gens sur la page Facebook qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes aussi réticente, je dis, par rapport au diagnostic. Hein? C'est pas de la réticence. Non mais je vous le dis, je vous lis les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vrai que voilà, le diagnostic, même moi, sans aller dans la science, c'est pas une science le coaching. C'est pas une science. Allez, comment on va appeler ça dans cette discipline du coaching? Je me dis, moi, le bon sens, il est simple. Il faut que je fasse un diagnostic. Si vous me demandez d'aider quelqu'un, faut que je fasse un diagnostic à un moment donné, même s'il y a un rapport de consultant, même s'il y a un rapport du chef d'entreprise. Si vous devez décider d'accepter une mission ou pas, de pas vous faire manipuler, il faut aussi que vous fassiez votre propre impression. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas un diagnostic formalisé. C'est ce que j'avais dit. On écoute la personne, etc. Mais c'est pas dans l'esprit force, faiblesse, menace, opportunité. C'est ça le diagnostic en quelque sorte du consultant. À part si je m'exprime, vous voyez, vous parlez du diagnostic de consultant avec la matrice. Donc c'est dans cet esprit, dans cet esprit-là que je ne suis pas réticente, mais c'est des précisions que je donne pour qu'il n'y ait pas pratiquement, moi je dirais parfois un blocage, même dans l'exercice du métier. Alors, il est 11h58, ça sera le seul blocage parce qu'on doit finir l'émission. Merci Bouchra d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était les experts spécial coaching. Excellent appétit. On se retrouve demain entre 10h et midi avec Maître Mbark Sbari, que vous connaissez, le conservateur le mieux conservé de la conservation foncière. On parlera de la conservation foncière. On lui mettra un petit peu de reggada, Maître Sbari, demain. Vous le savez.